cette fameuse critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, que très peu de monde a lu. En fait, ça fait partie des œuvres comme ça, qui ont une réputation, oui, d'être assez rébarbative et dure, mais qu'en fait, voilà, il y a aussi une rumeur qui court. Et vous allez voir que, bon, bien sûr, c'est pas forcément très simple, mais que quand on y va doucement, bon, finalement, c'est quand même assez compréhensible, et c'est quand même une œuvre, enfin, avec les autres critiques, une œuvre absolument incontournable, puisqu'il y a vraiment ce que Kant appelait lui-même une révolution copernicienne qu'il a faite, en toute humilité, toute simplicité, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer, évidemment, après lui, sur notamment le rapport entre le sujet et l'objet. Bon. Alors, je vais quand même situer un tout petit peu Kant, même si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on a déjà rencontré. Emmanuel, on l'a rencontré à Königsberg. Il y a une place là. Alors, on est en plein 18e. Simplement un petit retour en arrière, vous rappelez que la philosophie moderne, la philosophie moderne, a été ouverte par Descartes au XVIIe, donc un siècle avant, avec dans son sillage Spinoza, Leibniz, Pascal, d'une certaine manière. Et là, nous sommes dans le XVIIIe siècle, qui est le point de départ d'une véritable révolution de la pensée philosophique. C'est le siècle des Lumières, et l'esprit des Lumières, qui correspond avant tout à un mouvement littéraire, va trouver un écho, évidemment très important, dans la pensée philosophique de ce siècle. Et vous rappelez peut-être que c'est à Kant lui-même qu'on doit la première définition des Lumières, de l'esprit des Lumières, la Aufklärung en allemand, dans un très beau texte qu'on avait évoqué déjà, Qu'est-ce que les Lumières, où, sans penser que nous sommes déjà à l'époque, dans une époque éclairée, Kant pense que son époque est en route vers les Lumières. Il y a un très grand espoir à cette époque, l'humanité puisse aller vers les Lumières et donc devienne éclairée. Et qu'est-ce qu'il entend par cela? Une humanité qui soit capable de ne plus penser sous tutelle. Cet esprit, cette idée d'être sous tutelle, c'est-à-dire de devoir penser grâce à l'autre, grâce aux béquilles de la pensée de l'autre. Voilà ce dont Kant veut affranchir l'homme. Pouvoir penser par soi-même d'une manière libre. C'est pour ça qu'il a aussi tant d'espoir avec la Révolution française. Donc, Kant pense que s'achemine vers une période éclairée, qu'on est en route vers les Lumières, et il va hériter de Descartes, incontestablement, cet état d'esprit visant à l'émancipation, à l'affranchissement intellectuel et moral par rapport au passé, par rapport à toutes les doctrines et visions du passé, et par rapport aux opinions, disons, reçues. C'est pour ça qu'il va transformer quand même radicalement et en profondeur les perspectives et les concepts de la pensée philosophique. Il y a une grande philosophe qui s'appelle Jeanne Hersch, qui a écrit un très joli livre sur l'étonnement philosophique et qui a beaucoup traduit les philosophes allemands, qui dit que si nous négligions Kant, nous ne comprendrions pas grand-chose à tout le développement philosophique ultérieur, y compris aux nombreux penseurs qui ne se sont vraiment mis à philosopher que pour le combattre. Puisqu'évidemment, Kant
chantre de cet idéalisme transcendantal, hein, c'est parfois comme ça qu'on appelle sa philosophie, idéalisme, et pour vraiment appuyer la notion d'idéalisme, idéalisme transcendantal, eh bien, évidemment, ne va pas avoir que des amis, hein, que des adeptes, et beaucoup vont combattre justement ce côté idéaliste et transcendant. Alors, Kant revient au point de départ cartésien, hein, Descartes, et il explique que si la connaissance est la connaissance d'un objet par un sujet humain, et s'il y a primauté du sujet pensant sur l'objet pensé, et ça, c'est un héritage de Descartes, hein, la primauté du sujet pensant. Rappelez-vous, je pense, hein, donc je suis cogito, donc primauté du sujet pensant sur l'objet pensé, donc ça, il hérite de cela. Alors, la question que Kant se pose, c'est une connaissance objective est-elle possible? Voilà la grande question de Kant. Une connaissance objective est-elle possible? C'est une connaissance scientifique, avec cette objectivité liée à l'adjectif scientifique. Est-ce que c'est possible, compte tenu que, justement, il y a cette primauté du sujet sur l'objet? Avec la connaissance a priori aussi, et a posteriori. Oh. Oui. Attention aux gros mots. On va y aller, mais doucement. Oui, oui. Recherche, effectivement, d'éléments qu'on va définir comme étant a priori ou purs, hein, ou a priori, ça peut être considéré comme synonyme, c'est-à-dire, de manière très simple, indépendant de l'expérience. C'est-à-dire qu'il soit quelque chose de nécessaire, quelque chose d'universel, indépendant de l'expérience sensible. C'est ça qu'il va rechercher. D'où évidemment un aspect extrêmement métaphysique et abstrait à sa pensée, puisqu'il va s'opposer à la métaphysique traditionnelle ou à la métaphysique classique, notamment des Grecs, et il va surtout essayer de refonder une métaphysique. Mais rappelez-vous que nous sommes dans une période où la philosophie est très imprégnée de pensée mathématique, puisque Descartes, tous les grands philosophes du XVIIe sont des scientifiques, sont des mathématiciens, sont des physiciens. Hein. Rappelez-vous Descartes qui fait ses expériences sur l'optique, sur les cônes, Pascal également, Leibniz également, Spinoza aussi. Donc la grande question de l'époque, ça va le replacer bien dans le contexte, c'est quid de la science? Une connaissance scientifique objective est-elle possible? Compte tenu de ce qu'est l'objet et surtout de ce qu'est le sujet, c'est-à-dire le sujet pensant. Donc il y a vraiment une grande lumière qui est mise sur ce sujet pensant. Et donc il va résumer lui-même les axes de sa recherche en 3 questions. Que puis-je connaître? Que puis-je connaître? C'est le propos de ce qu'on va étudier ce matin, la critique de la raison pure. Que dois-je faire? Ça, c'est la deuxième grande critique, on appelle la critique de la raison pratique. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent m'aider à agir dans le monde? Que dois-je faire? Et troisième critique, que puis-je espérer? Donc là, c'est toute la notion de l'espérance dans le devenir, dans le monde à venir. Ça, c'est la troisième grande critique, la critique de la faculté de juger. Critique de la faculté de juger qui va, comme on va le voir aussi, parler beaucoup de l'idée du beau. Alors, voilà, pour poser un petit peu le questionnement d'Emmanuel Kant. Alors, quelques éléments rapides sur sa vie, mais vraiment rapides parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il est mis là.
Ça va? Alors, quelques éléments de rappel rapide sur Salier. Vous savez que, bon, on a beaucoup glosé sur la vie extrêmement réglée hein, de Kant. Donc il va vivre durant la plus grande partie du XVIIIe siècle. Hein, j'ai remis ces dates au tableau, 1724-1804. Donc à l'époque, c'est une longue vie, hein, 80 ans, qu'il va passer totalement, exclusivement à Königsberg, qui est une petite ville de la Prusse orientale, tout au nord, là, près de la mer Baltique, et de la façon la plus stable et dans une vie strictement réglée. Alors c'est vrai qu'il est en contraste avec Descartes et bien d'autres philosophes, penseurs qui, eux, aimaient voyager, hein, qui étaient curieux de découvrir d'autres horizons. Lui, c'est pas du tout le cas. Il est toujours resté à Königsberg et c'est comme si, quelque part, l'audace de sa pensée, puisque la pensée de Kant est une pensée audacieuse, cette audace suffisait à apaiser en lui tout désir d'aventure. Hein. Il a vécu son aventure dans la pensée. Hein. Dans la pensée, dans la réflexion et dans l'enseignement, puisque en fait, il a vécu donc toute sa vie à Königsberg, il a connu l'université en tant qu'étudiant et ensuite en tant que professeur. Et il va enseigner des disciplines très diverses, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Il va enseigner la logique, mais aussi les mathématiques, la morale, l'anthropologie, la théologie, mais aussi la géographie. Donc vraiment un esprit éclectique. Donc sa vie tout entière est consacrée à la méditation, à l'enseignement, et vous connaissez son emploi du temps, hein, auquel il n'a fait une entorse qu'à 2 reprises, dit-on. Deux jours dans sa vie où il n'a pas déjeuné à 13h, où il n'est pas forcément allé se promener à 15h30, ce qui a mis toute la population de Königsberg en émoi, hein, puisqu'ils réglaient leur montre sur le passage de M. Kant. Et ces 2 jours, c'est lorsqu'il a appris la parution du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, publie ce Contrat social et il aime beaucoup Rousseau, il l'a beaucoup lu. Il dit lui-même que c'est Rousseau et Hume, David Hume, l'anglais, qui l'ont fait sortir de son sommeil dogmatique, hein, donc ils l'ont réveillé à la philosophie. Et l'autre jour, c'est évidemment le jour où il a appris la nouvelle de la Révolution française et où il s'est précipité chez son libraire hein, pour acheter le journal. Il dit lui-même, je cite, hein, « Je suis par goût un chercheur. Je sens la soif de connaître tout entière, le désir inquiet d'étendre mon savoir. Il fut un temps où je croyais que tout cela pouvait constituer l'honneur de l'humanité, et je méprisais le peuple, qui est ignorant de tout. C'est Rousseau qui m'a désabusé. » Vous voyez, là, il est reconnaissant vis-à-vis de Rousseau. Cette illusoire supériorité s'évanouit. J'apprends à honorer les hommes, et je me trouverais bien plus inutile que le commun des travailleurs si je ne croyais que ce sujet d'étude peut donner à tous les autres une valeur qui consiste en ceci, faire ressortir les droits de l'humanité. Voilà ce à quoi Kant va être extrêmement fidèle hein, tout au long de sa vie. De travailler pour l'humanité, de croire en l'humanité, de croire en sa possibilité d'évolution, de libération des carcans, des idées reçues, des opinions toutes faites, et de pouvoir penser librement. Alors, ces 3 critiques, puisqu'il a publié plein d'autres ouvrages, mais qui sont relativement peu ou moins connus, ces 3 critiques, hein, qui fonde ce qu'on appelle le criticisme et que lui-même appelle le criticisme, puisqu'il va critiquer, essayer d'apporter un regard neuf. Ces 3 critiques, il va les publier de manière assez rapprochée. Critique de la raison pure en 1781, critique de la raison pratique en 1788, donc vous voyez, on est juste à la veille de la Révolution, et critique de la faculté de juger
en 1790. Voilà ce qui compose le cœur de l'œuvre de Kant. Critique de la raison pure, raison pratique, critique de la faculté de juger. Donc on a une trilogie, ce qu'on appelle la trilogie critique de Kant. Alors, même si aujourd'hui on va parler de la critique de la raison pure, je replace un petit peu le contexte des trois critiques. Critique de la raison pure, alors, bon, le terme critique, on va... Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger. Problème du jugement. Et une vision téléologique aussi, donc vraiment de l'avenir de l'homme. Alors, je vais décortiquer les critiques de la raison pure. Qu'est-ce que ça veut dire critique? Qu'est-ce que ça veut dire raison? Qu'est-ce que ça veut dire pure? Le terme critique signifie que la pensée se met elle-même en question. C'est-à-dire, la pensée se réfléchit elle-même. Et donc, elle va essayer de s'abstraire de tout ce qui est déjà connu. C'est un peu pour ça qu'il se situe dans la lignée de Descartes, de faire un peu table rase, même beaucoup. Table rase de toutes les philosophies ou les visions qui les ont précédées, pour essayer de repenser librement. Donc ça, c'est le terme critique, qui signifie que la pensée se met elle-même en question afin de connaître, qu'est-ce que je peux connaître, et d'évaluer sa propre portée. Que puis-je connaître et jusqu'où ma connaissance peut-elle aller? Y a-t-il des limites à ma connaissance? Et on verra que Kant va effectivement discerner des limites à la connaissance. Il y a des choses qu'on peut connaître et puis il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Le terme raison a besoin aussi d'être expliqué. Qu'est-ce qu'il appelle raison? Eh bien, c'est la pensée en tant qu'elle cherche à connaître. La pensée en tant qu'elle cherche à connaître, c'est donc une pensée théorique qui va être développée par le sujet connaissant. Donc là, ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est pour ça que c'est vrai que c'est abstrait, c'est métaphysique, mais ce sont des éléments théoriques. On ne va pas développer des pensées, qu'est-ce que Kant pensait sur les choses, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'être humain qui lui permet de penser. Donc, pour être peut-être encore plus exact ou précis, on pourrait dire que c'est la critique de la raison théorique pure, si on peut vraiment rajouter cet aspect de ce qui est absolument, presque en tout temps, en tout lieu dans l'homme. Car il ne s'agit de la raison qu'en tant qu'elle produit de la théorie. Et c'est pour ça que, par rapport à la raison pratique, il y a une différence, puisque dans la raison pratique, on sera un peu plus dans le monde. Le terme pur, alors le terme pur renvoie aussi à cette idée que cette raison pure ne doit rien devoir à l'expérience. Elle doit être étudiée indépendamment de ce que nous apporte l'expérience concrète. Et donc, cette raison pure, elle n'est en aucune façon mêlée à des résultats empiriques, c'est-à-dire des résultats provenant de l'expérience, mais aussi provenant des sens. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, etc. Non, on est au-delà, vraiment une pensée métaphysique, au-delà de la physique, pour essayer de comprendre comment ça se passe, la pensée, et avec quel outil nous pensons, et donc avec quel outil nous exprimons des jugements. Très important pour savoir si ce qu'on raconte est vrai ou faux, entre autres. Au-delà ou en deçà? Au-delà et en deçà. Parce qu'au-delà, ça veut dire qu'on s'appuie quand même sur ce qu'il y a avant. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt en deçà, non? Ah, c'est les deux, je dirais. En deçà, c'est-à-dire, c'est vraiment étudier les structures pensantes de l'être humain. Donc, comme on va le voir, il y a quand même la notion de Dieu aussi chez Kant. Donc, on peut dire que c'est à la fois
en deçà de l'expérience et au-delà de l'expérience, puisque l'être humain est quand même un être sensible, ça il va l'étudier. Mais là il y a vraiment une volonté de chercher ce qui est nécessaire, ce qui est universel en tout temps, en tout lieu. Et on va voir les difficultés évidemment auxquelles il va être confronté. Donc, pur, il y a une autre expression qu'on peut considérer synonyme de pur, c'est a priori. L'expression a priori. Qu'est-ce que c'est quelque chose d'a priori? C'est quelque chose qui est posé, à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, c'est un autre problème, mais qui est donné indépendamment de l'expérience, indépendamment des sens de l'homme. Et évidemment, ce terme a priori va s'opposer à l'autre expression a posteriori. C'est une grande opposition kantienne, puisque a posteriori, c'est ce qui provient de l'expérience, c'est ce qui est compris après avoir expérimenté. A posteriori, après l'expérience. Alors voilà pour ce qui est de la critique de la raison pure. Rapidement, la critique de la raison pratique, dont on ne va pas parler aujourd'hui, on parlera peut-être une autre fois, c'est la raison qui concerne cette fois l'action. Là, on n'est plus dans la pensée pure, ou la pensée théorique pure, on est dans ce qui va expliquer nos choix, nos actions, nos comportements. Alors, là, on pourrait penser que c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Pas vraiment, parce que si on voulait être là aussi complet sur le titre, on pourrait dire que c'est la critique de la raison pratique pure. Puisque là aussi, dans ce domaine de l'action, il ne faut pas attendre de Kant qui nous dise il faut agir comme ça ou comme ça, de telle ou telle manière, d'avoir un bréviaire de la bonne conduite. Pas du tout. Rappelez-vous, il va chercher ce qui, là aussi, est a priori, c'est-à-dire ce qui fonde le devoir ou l'obligation morale, et il va rechercher des principes. Ce sont les fameuses maximes. Fais en sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Pas fais en sorte que ton action soit érigée en action universelle. Parce que ça, évidemment, c'est pas possible. Mais fais en sorte que la maxime, c'est-à-dire le principe, la loi, c'est-à-dire l'élément a priori, totalement nécessaire et universel, encore une fois, puisse être érigé en loi universelle. Alors à ce moment-là, oui, c'est... alors évidemment, c'est pas forcément très, très concret, mais ça a le mérite de faire réfléchir. Puisque on ne considère pas son devoir ou son obligation morale en copiant ou en imitant simplement une action, mais le principe de cette action. Donc encore faut-il aller la chercher, cette maxime ou ce principe. C'est en cela que c'est aussi la recherche de l'a priori dans la raison pratique. Donc on va rajouter, on va s'offrir une petite entorse, voilà, une petite interprétation subjective de la raison pratique qu'on pourrait appeler pure. C'est pour ça qu'il va déboucher sur cette notion d'impératif, vous vous rappelez, catégorique. Il y a des impératifs hypothétiques qui sont soumis à conditions. Il y a des restes, c'est super. Mais les impératifs catégoriques. C'est-à-dire là où il n'y a pas de discussion, c'est la loi, c'est le devoir, c'est ainsi que je dois agir. Que cela me plaise ou pas. Brigitte, je voudrais revenir sur le mot raison en allemand. Dans le texte de Kant, il y a deux cas. On a quelqu'un qui a lu Kant dans le texte. Oui, je n'ai pas tout lu. J'ai lu une quarantaine de pages. Et donc, la raison, c'est die Vernunft. La raison, c'est die Vernunft ou bien der Verstand. Ce n'est pas la même chose. Die Vernunft, c'est ce qui rend raisonnable. Et c'est le terme qui est utilisé dans le titre.
et tout au long du livre. Hein. Donc la raison permet de devenir raisonnable. Et puis, il y a aussi le terme der Verstand. Der Verstand, c'est la compréhension du monde par le sujet. Comment le sujet comprend-il les phénomènes et le monde qui l'entoure? Donc, il y a les deux. Et c'est pas der Grund. Der Grund existe aussi en allemand. C'est un troisième terme. Le fondement. C'est la raison pour laquelle der Grund. Mais il n'est pas abordé dans l'ouvrage. C'est là où on voit que la langue allemande est vraiment la langue de la philosophie. Parce qu'il y a des subtilités. C'est génial ce que tu nous racontes. Il y a des subtilités qui sont totalement gommées. Hein, c'est pour ça que les traducteurs s'arrachent les cheveux. Dans la traduction française, où en français, on a la raison. C'est pour ça que je me suis permis de redéfinir un peu, parce que la raison, on peut la définir de 10 000 manières. Hein, c'est aussi le logos grec. Et donc, là, il y a des subtilités, mais qui ne s'excluent pas. Parce qu'en fait, cette raison, c'est à la fois ce qui permet d'être raisonnable, ce qui permet de comprendre le monde, et les conditions même de cette compréhension. C'est tout à la fois. Simplement, là, on voit grâce à cette subtilité de la langue que c'est différentes facettes de la raison. Et bien entendu, ce n'est pas neutre. Si Kant a employé tel terme plutôt que tel autre. Le problème, c'est qu'en traduction française, tout ça, c'est la raison. Mais merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous rappeler quelle est la signification du terme Kampaka aussi? Alors lui, il utilise die Vernunft et der Verstand. Donc, Les deux. Vernunft, la Les raison qui rend raisonnable, qui rend l'homme raisonnable, et der Verstand, qui permet à l'homme de comprendre le monde. C'est la compréhension du monde, der Verstand. Merci beaucoup. Oui. Alors il y a die Vernunft pour la première acception et der Verstand. Ok, merci beaucoup. Alors, troisième critique, rapidement, la critique de la faculté de juger. Critique de la faculté de juger. Donc là aussi, il faut s'interroger sur le terme de jugement. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Je l'explique parce qu'on y reviendra tout à l'heure. En logique, le jugement désigne un énoncé qui relie deux concepts. C'est seulement à partir du moment où on énonce un jugement que nous pouvons nous demander si ce que nous disons est vrai ou faux. Par exemple, si je dis table, simplement table, bon, ce n'est ni vrai ni faux. Si je dis cette table est en bois, là on peut commencer à discuter, savoir si ce jugement est vrai ou faux. Hein, donc un jugement, il faut se rappeler, c'est ce qui relie deux énoncés. Hein. Ce mur est orange. Bon, si je dis mur simplement, c'est pas un jugement. Si je dis ce mur est orange, là, il y a un jugement et qui peut être donc étudié. Ce qu'il va beaucoup développer dans la critique de la faculté de juger, c'est justement quelles sont nos facultés de porter des jugements, ou plutôt certains types de jugements, et ça va être une très grande interrogation sur la notion du beau. Quand on dit « ceci est beau », hein, c'est un jugement, ce tableau est beau, ou ce tableau est laid, hein, c'est un jugement, et donc qui sommes-nous hein, pour qu'est-ce qui fait qu'en nous exprimons ce type de jugement hein, donc il va arriver à cette conclusion que est beau ce qui plaît universellement, sans concept, c'est-à-dire là il y a aussi une idée de nécessité et d'universalité. Bon, mais je ne veux pas m'étendre plus, puisque ce qu'on va étudier ce matin, c'est la critique de la raison pure. Donc on va examiner de plus près cette critique de la raison pure, et c'est cet ouvrage dont il disait qu'avec lui, il avait accompli sa révolution copernicienne. Hein, donc savoir qui tourne autour de quoi. Est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de nous? Est-ce que c'est nous qui tournons autour du soleil? Donc ça, c'est quand même pas rien. Alors, on va y aller doucement. On comprend un petit peu la progression de l'ouvrage. D'abord, il va s'intéresser aux différents types de jugements.
justement. Quels sont les différents types de jugements? Il va établir une double distinction dans ces jugements. Il va dire, d'une part, il y a les jugements a priori, qui sont fondés sur la pensée elle-même, et les jugements a posteriori, qui proviennent de l'expérience. Bon, première distinction assez simple, les jugements a priori, les jugements a posteriori. Les jugements a priori sont fondés sur la pensée elle-même, et les autres proviennent de l'expérience. Sont, et ça c'est très important, a priori, qu'est-ce qui est a priori? Les jugements qui sont nécessaires et universels. Voilà. Les jugements a priori sont nécessaires, ils ne peuvent pas ne pas être. Ça s'oppose à la notion philosophique d'être contingent. Ce qui est contingent, c'est ce qui arrive, mais ce qui pourrait ne pas arriver. Là, quand c'est nécessaire, ça arrive nécessairement, obligatoirement, forcément. Il n'y a pas de condition. Donc, ces jugements a priori sont nécessaires et universels. Ils sont en somme pareils aux jugements mathématiques. Là, on sent l'emprise de la réflexion mathématique. Donc, le grand repère, la grande référence, c'est les mathématiques. Ou, pour Kant, les jugements mathématiques sont nécessaires et universels. 7 plus 5, ça fait 12. Voilà. C'est nécessaire et universel. Et ces jugements conditionnent toute pensée. Après, il y a les jugements a posteriori, ou qu'on appelle aussi les jugements empiriques, c'est-à-dire qui dépendent de l'expérience, et qui, de ce fait, ne sont ni nécessaires, ni universels. Puisque l'expérience, on peut la faire, on peut ne pas la faire, et les résultats d'une expérience ne sont pas les mêmes si on les fait à tel endroit ou à telle époque. Donc il y a une relativité de l'expérience qui fait que c'est ce qu'on appelle le jugement a posteriori. Quand je dis que ce mur est orange, voilà, ça vient de l'expérience, de ma vue. Telle autre personne d'ailleurs pourra pas du tout le voir orange. Ça n'est ni nécessaire, parce qu'il aurait pu être d'une autre couleur, il l'a d'ailleurs été. C'est ni nécessaire, ni universel. D'où les murs ne sont pas orange. Bon. Donc ça, c'est un jugement a posteriori. Ça, c'est la première distinction qu'il faut bien garder en mémoire. Après, il explique qu'il y a des jugements analytiques et des jugements synthétiques. Alors, c'est déjà un peu moins évident. Un jugement est analytique lorsque, quand on a, dans un jugement, on a un sujet, un verbe, qui est en général parfois le verbe être, et un prédicat, ce qu'on appelle dans la logique le prédicat. Ça date d'Aristote. Le prédicat. Donc sujet, verbe, prédicat. Le jugement est dit analytique lorsque le prédicat, c'est-à-dire l'adjectif par exemple, ne fait que mettre en évidence quelque chose qui est déjà impliqué dans le sujet. Un jugement est dit analytique lorsque l'adjectif, le prédicat, n'ajoute rien de plus que ce qui est déjà contenu dans le sujet. Il va donner un exemple. Quand il dit, quand nous disons les corps sont étendus. Nous ne faisons que mettre en relief une composante du concept corps, notamment l'étendue, puisque nous ne pouvons nous représenter aucun corps qui ne soit étendu. C'est-à-dire que le concept, l'adjectif étendu est déjà compris ou sous-entendu dans le terme corps. Donc ça ne fait que expliciter, mais ça n'ajoute rien de plus. Ça, c'est ça qu'il appelle un jugement analytique. Donc, vous voyez, c'est pas forcément ce qu'on entend par analyse ou analytique. C'est quand, déjà dans le sujet, on a plein de choses qui sont contenues et le prédicat ne fait que faire ressortir un élément. Mais
révéler, voilà. Révélation ponctuelle. Voilà, révéler, faire surgir, mais quelque chose qui n'est pas nouveau, enfin, par rapport au sujet lui-même. Par exemple, dire aussi, un cercle est rond, c'est un jugement analytique, puisque dans le concept de cercle est compris cette idée qu'il est rond, il est circulaire. On dirait presque une tautologie, c'est-à-dire, voilà, on le sait déjà. Ça, c'est ce qu'il appelle un jugement analytique. Par opposition au jugement analytique, il y a les jugements synthétiques. Alors, ça ne veut pas dire ce qu'on entend en général par synthétique, hein, c'est pour ça qu'il faut redéfinir un peu, donner un peu dictionnaire. C'est un jugement où le prédicat ajoute quelque chose au concept du sujet, qui n'était pas contenu dedans. Donc ça, c'est évidemment plus intéressant, et notamment, rappelez pour la science. Hein, c'est-à-dire, là, il donne un exemple, la représentation du poids, c'est-à-dire quand on dit un corps, le corps pesant, un corps est pesant, là, la notion de poids n'est pas impliquée dans la notion de corps, parce qu'on pourrait imaginer des corps sans poids. On ne peut pas imaginer un corps sans étendue, mais un corps sans poids, oui. Bon, c'est Kant, hein. Après, tout se discute, hein, mais nous pouvons nous représenter un corps sans poids. Donc, quand on dit les corps sont pesants, c'est un jugement synthétique. D'accord ? Donc, jugement a priori, jugement a posteriori, jugement analytique, jugement synthétique. Et donc, les jugements, qu'ils soient a priori ou a posteriori, peuvent être analytiques ou synthétiques. Simplement, qu'est-ce que Kant va choisir, à votre avis, comme jugement pouvant fonder vraiment la science ? Synthétique et a priori. Voilà. Vous avez 4 catégories de jugements, a priori, analytique ou synthétique, a posteriori, analytique ou synthétique, d'accord ? Donc, ceux qui sont analytiques, de toute façon, ils n'apportent rien de nouveau. Donc, on les barre, on garde les synthétiques, et dans les synthétiques, les jugements synthétiques, ceux qui sont a posteriori, de toute façon, ils dépendent de l'expérience. Donc, ça n'est pas valable pour ce que Kant recherche. Donc, la recherche de Kant va finalement s'exprimer ainsi. Cherchons quels peuvent être les jugements synthétiques a priori. C'est-à-dire des jugements qui apportent quelque chose de nouveau, qui font avancer, mais qui sont a priori, c'est-à-dire nécessaires et universels. Vous voyez ? Donc, vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment des gros mots, jugement synthétique a priori. Bon, finalement, quand on décortique, on y comprend quelque chose. C'est-à-dire que pour lui, la science ne va pouvoir se développer, et il y a une connaissance scientifique, que si nous sommes capables d'avoir des jugements synthétiques a priori. Et donc ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui pourrait, dans l'homme, nous amener à avoir des jugements synthétiques a priori ? Oui. Mais il creuse un petit peu hein, dans cette... Voilà. Vous comprenez ? Voilà la grande question. Bon, vous comprenez que pour avoir ce type de question, il ne faut pas trop se disperser. Il faut avoir une vie très réglée, hein, se lever à 5h du matin, méditer, déjeuner à 13h, faire la sieste, faire la promenade, et le soir dîner avec des amis. Hein, puisque c'était ça son programme, et surtout le matin, entre 5h et 13h, là, réfléchir sur les jugements synthétiques a priori. Hein, après, c'est plus compliqué. Alors, à partir de là, il va considérer donc ce processus de la connaissance. Quelle connaissance est-il possible ? La connaissance, dit-il, a 2 sources. La sensibilité, donc je poursuis le raisonnement, la sensibilité par laquelle on reçoit des impressions, et l'entendement. Donc c'est une autre opposition, hein, sensibilité et l'entendement par lequel les objets sont pensés. Donc là, vous voyez, ça c'est assez facile à comprendre. La sensibilité, hein, qui donne des impressions, c'est le monde des sens. La sensibilité,
Mais là, il va l'étudier, la sensibilité, là aussi, hein, d'une manière assez a priori. Et l'entendement, qui est vraiment le cœur même de la pensée. L'entendement. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs parties dans cet ouvrage. Et la première partie, qui va s'intéresser à la sensibilité, qui va s'appeler l'esthétique transcendantale. Donc, l'esthétique, le sens du beau, hein, l'expérience de la sensibilité, mais esthétique transcendantale. Ça change tout, hein, pour étudier le problème de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le pathos, hein, avec Kant, hein, les émotions, les passions, tout ça. Non, il recherche quelles sont les sources a priori de la sensibilité. Et il va en trouver deux. Là, il faut peut-être revenir à l'origine, à l'étymologie de l'esthétique. Esthétique veut dire sensibilité. Oui. C'est pas la peine de mettre le beau au milieu, ça rend les choses confuses. Moi, quand tu as dit esthétique, c'est le beau transcendantal. Oui, c'est parce que c'est devenu, tu as raison. Oui. La sensibilité transcendantale, effectivement. On va tout redéfinir. Là, donc, la sensibilité transcendantale. Oui, parce que c'est vrai que l'esthétique est devenue, après, sur le beau, avec toute la subjectivité. Mais là, c'est la sensibilité transcendantale. Et puis le beau, chez Kant, c'est plutôt associé à quelqu'un de moral. Quelqu'un qui a une grande moralité, c'est quelqu'un qui va être beau. Hein. Lui, il est attaché à... Pas seulement, dans la faculté de juger, pas seulement. Pas seulement, il y a vraiment une recherche du beau en tant que tel, et il fait toute la différence entre le beau et le sublime. Hein, donc, ça c'est... Eh oui, le sublime. Donc, esthétique transcendantale qui va étudier le problème de la sensibilité. Et il va trouver deux composants a priori de la sensibilité. Et là, ça ne peut pas trop se deviner. C'est l'espace et le temps. Bon, c'est des notions évidemment connues, mais que Kant redécouvre, et il conclut que l'espace et le temps sont les conditions, encore une fois, nécessaires et universelles de l'expérience sensible. C'est-à-dire que toute expérience sensible se déroule dans un espace et dans un temps. L'espace et le temps sont toujours là. Ce sont donc des formes a priori de la sensibilité. Elles ne proviennent pas de l'expérience, ce sont aussi les conditions a priori de toute expérience possible. Toute expérience va se définir par le fait de se dérouler dans un espace et dans un temps. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on est à un tel niveau d'abstraction que même si aujourd'hui on a une notion totalement différente de celle de l'époque de Kant de l'espace et du temps, c'est évident, avec la relativité d'Einstein et autres, eh bien les conclusions de Kant restent valables, puisque ça c'est l'intérêt de la métaphysique. Ça décale le problème. Oui, enfin ça l'élève, ça le remonte. Ça, c'est vraiment l'intérêt de la métaphysique. On pourrait dire pourquoi se triturer les méninges avec toutes ces abstractions, les métaphysiques. Bon. Et c'est très important parce que justement, c'est ce qui est au-delà des fluctuations, des connaissances, des systèmes philosophiques. Ça, c'est quelque chose qui est valable il y a 3000 ans et qui probablement le sera encore dans quelques milliers d'années, s'il y a encore des personnes qui s'y intéressent. Ça, c'est l'intérêt de la métaphysique, non seulement de faire penser, c'est-à-dire de créer en nous des espaces intérieurs, justement, des catégories qui permettent de réfléchir, de penser, donc de se sortir de l'immédiateté de l'expérience, et d'avoir des réflexions, comme il dit, valables, quelque part, en doutant tout lieu, justement.
hors de l'espace-temps subjectif dans lequel on est plongé, évidemment, tout le temps. Donc c'est pas simplement de déplacer le problème, parce que là ça serait un peu méchant, hein. On évacue les places, non, on remonte. C'est pour ça qu'il y a on va retrouver chez Kant certaines intuitions ou certaines visions très platoniciennes, parce qu'au niveau de la métaphysique, quelque part ils vont se retrouver. Mais on est évidemment dans un contexte complètement différent. Donc l'espace et le temps sont ce qu'il appelle des idéalités transcendantales. C'est pour ça qu'on parle d'idéalisme transcendantal. Ce sont des idées ou des idéalités transcendantales présentes dans l'expérience, mais condition de toute expérience. Donc là, comme dirait Lini, en deçà de l'expérience, qui permettent, l'espace et le temps permettent aussi l'expérience, sont les conditions de l'expérience. Alors il va en tirer une conclusion, évidemment, qui peut sembler un peu décevante. C'est que nous ne connaissons donc les choses que nous rencontrons dans l'expérience que telles qu'elles nous apparaissent dans l'expérience, c'est-à-dire qu'elles nous apparaissent dans un espace-temps donné, et non telles qu'elles sont. Alors voilà, ça c'est la grande conclusion de Kant qu'on va trouver dans ses différents ouvrages. Nous ne connaissons les choses, nous ne pouvons connaître les choses que telles qu'elles nous apparaissent, et pas telles qu'elles sont. C'est-à-dire, nous ne pouvons connaître, il va reprendre le terme grec, nous ne pouvons connaître que les phénomènes, phenomenon, c'est-à-dire ce qui apparaît, ce qui nous apparaît à travers l'espace-temps et à travers notre sensibilité. Mais nous ne pouvons pas connaître les fameuses choses en soi. Vous vous rappelez l'expression platonicienne, toujours Socrate, et qu'est-ce que c'est le beau en soi, qu'est-ce que c'est le juste en soi, qu'est-ce que c'est le vrai en soi, le bon en soi. Bon. Là il dit, ça c'est de l'ordre du noumen. C'est le noumen, là le mot français est directement lié à l'origine grecque, du nous, noumen. Ça nous est inaccessible. Bon. Ça nous est inaccessible. Là, c'est radical. Radical, chez Kant. Nous ne pouvons connaître, et déjà on peut monter dans la connaissance, mais on ne peut connaître les choses que telles qu'elles nous apparaissent. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes. Donc ça permet de rester aussi très humble, très modeste, notamment là il va s'adresser aussi à des scientifiques, pas qu'à des philosophes. On ne peut jamais dire, voilà, c'est comme ça. Le monde est comme ça, l'univers est comme ça, fonctionne comme ça, voilà les lois, parce que ça nous est inaccessible. Alors que Platon, lui, pensait qu'en montant petit à petit dans le monde des idées, on devait... Oui, disons que là, chez Kant, il y a une inaccessibilité, c'est inaccessible, qu'il n'y a pas chez Platon. Puisque, même si Platon reconnaît qu'avec la dialectique, c'est pas évident, mais il y a cette idée chez Platon que l'on peut, au moins par flash, par moment, par la contemplation, rentrer en contact avec ce en soi. Ça vient du fait qu'on l'a connu, Platon. Et que ce sont des réminiscences, c'est ça ? Exactement. C'est la grosse différence. Eh oui. Avec Eh oui, évidemment, évidemment. Puisque par exemple, dans l'autre ouvrage de la faculté dans la troisième partie de la critique de la raison pure, quand il va parler de l'âme, il va dire, dire l'âme est immortelle, il reproche à Descartes par exemple de s'être trop avancé et d'avoir dit l'âme est immortelle. Il dit, on ne peut pas s'avancer en tant que philosophe jusque-là. Et lui, il dit, c'est un problème de croyance, mais ce n'est pas un problème de connaissance. Et là, effectivement, tu as tout à fait raison, on est dans un contexte très différent, et où la notion de réminiscence, de choses déjà vues, donc de nouveau accessibles, est complètement absent, évidemment, de la vision de Kant. Et je voudrais dire
chose, c'est qu'en allemand, en soi, ça se dit pas en soi à l'intérieur in sich, ça se dit an sich. An sich, ça veut dire en bordure de soi, au bord de soi, en bordure de soi. C'est le an qui reflète deux surfaces, l'intérieur et l'extérieur, et l'être en soi, il n'est pas à l'intérieur de lui-même, il est entre ces deux espaces. An sich. Alors ça c'est très intéressant. Là, merci Mireille pour cet éclairage fort savant. Non mais ça a des conséquences énormes. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir comment la traduction en français peut être approximative. Et la traduction du grec, pareil. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans ce an sich, avec cette idée de frontière, c'est qu'on n'est pas dans une vision binaire, où il y a l'intérieur et l'extérieur. Mais on est dans une vision ternaire, où il y a l'intérieur, l'extérieur et la frontière. Poreuse ou pas poreuse. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de développer, avec cette notion, quelque chose qui inclut le troisième terme, et ça, c'est le propre de la dialectique. Justement, d'inclure ce troisième terme et de le révéler, alors que dans une vision binaire, soit dedans, soit dehors, c'est assez exclusif. Ça, c'est la grande différence entre une vision inclusive et une vision exclusive. Le binaire est exclusif. C'est l'un ou l'autre. Donc, si je ne suis pas là, je suis l'autre. Bon. Ce que tu expliques là, du an sich avec cet élément un peu de frontière, là, c'est une vision ternaire, qui est plus subtile. Entre soi, oui. Et ça, vous rappelez un philosophe comme Jankélévitch est celui qui a développé à notre époque cette idée du tiers, du tiers inclus. Alors, est-ce qu'il n'existe pas aussi une sorte de jargon de l'idéologie allemande, n'est-ce pas, qui était critiqué par Adorno, n'est-ce pas, dans lequel il montre bien tous ces grands mots, tout ça, c'est aussi du vent. Est-ce que les grands mots sont du vent ? Ah oui, mais alors là, on ne peut pas faire de philosophie, là. Ce second point, la critique de la raison pure a d'abord été lue en allemand, par des Allemands, Oui. qui connaissaient toute cette histoire des jargons, et la plupart des lecteurs ont trouvé que cette chose en soi, c'était un monstre, et l'ont rejeté. Oui, mais disons, comme il y a cette recherche de ce qui est nécessaire et universel, c'est pour ça que là, je trouve que les apports sur la langue allemande sont très intéressants. Mais bon, il a cette ambition, Kant. Alors, est-ce qu'il a réussi, pas réussi ? Je crois qu'il a réussi, parce que quand même, tous les philosophes qui l'ont suivi se sont définis par rapport à lui. C'est un second Platon, ce que dit Jeanne Hersch. Bon, voilà. Kant est le grand philosophe, et à sa hauteur, on ne peut mettre que Platon, puisque tous se définissent après par rapport à lui. Donc, bien sûr, côté jargon, mais ceux qui disent jargon, souvent, c'est qu'ils ne sont pas allés justement dans la compréhension et la subtilité des mots. Ils n'emploient pas. Je reconnais qu'après, peut-être, il y a des philosophes qui ont employé du jargon volontairement pour perdre les lecteurs ou les auditeurs. Mais Kant, je crois qu'on ne peut pas lui faire ce procès. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, on partage la même vision, idéaliste ou pas, ça c'est autre sujet. Mais c'est intéressant de s'intéresser justement au concept. La langue allemande aussi est une langue agrégative. Ça, c'est ce qui fera la difficulté aussi des Husserl, d'un certain nombre de philosophes allemands. Mais c'est aussi le génie. C'est agrégatif, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, juxtaposer des mots les uns à côté de ce que ne permet pas la langue française. Et ça, c'est un formidable outil d'enrichissement. Parce qu'un concept ne peut pas être toujours donné par un mot. Donc le fait d'ajouter un mot, un, deux, trois mots, ça permet d'enrichir la vision. Bon, alors, pour en revenir à notre esthétique transcendantale, c'est la première partie de la critique de la raison pure.
Le phénomène qui est étudié par notre sensibilité, bon, c'est quelque chose de réel, mais ce n'est pas la chose telle qu'elle est. Bon, alors maintenant je ne vais plus oser dire en soi, donc, vous mettez des guillemets, hein, c'est pour ça, la fameuse expression aujourd'hui à la mode, voilà, tac, vous mettez des guillemets en soi, an sich, voilà, indépendamment de notre perception. Donc ça, c'est ce à quoi c'est la conclusion à laquelle il arrive à l'issue de cette première partie. La seconde partie de la critique de la raison pure porte un autre titre qui est logique transcendantale. Donc là, il va s'attaquer à l'entendement. On va rappeler, il y a deux outils de connaissance, la sensibilité et l'entendement. La sensibilité, on a vu, espace-temps, ça nous amène à le fait qu'on ne peut connaître que les phénomènes. Allons voir si, dans l'entendement, il n'y a pas des catégories donc, a priori qui nous permettent de voir le noumen, c'est-à-dire le réel tel qu'il est. Donc, il s'agit maintenant d'étudier l'a priori dans l'entendement, dans la pensée. Et il va expliquer que la sensibilité, elle est plutôt passive, c'est-à-dire qu'elle reçoit, elle reçoit des impressions, alors que l'entendement est une fonction active de l'esprit. C'est une fonction active de l'esprit, et la question c'est avec quelle structure, a priori, raisonne-t-il, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de faire comme jugement synthétique a priori. C'est la grande question, et ça c'est vraiment le cœur de la critique de la raison pure, puisque là on est dans l'entendement, possibilité de connaissance, et il va donc définir des formes a priori de la pensée qu'il va appeler les catégories de l'entendement. Et ces catégories de l'entendement, elles sont au nombre de 12, qui vont s'organiser en 4 groupes de 3 catégories chacun. Donc 4 groupes qui comprennent chacun des groupes 3 catégories, ce qui nous fait au total 12 catégories. Le premier groupe, donc je vais vous les énoncer, comme ça vous allez y réfléchir pendant la pause. Ah oui, ça fait rire personne, ça. Ah si. Alors, le premier groupe, c'est la quantité. Le deuxième groupe, c'est la qualité. Le troisième groupe, c'est la relation. Et le quatrième groupe, ce qu'on appelle la modalité. Quantité, qualité, relation, modalité. Et dans chaque groupe, on va trouver 3 catégories. Là, je pense qu'on va le garder pour la deuxième partie. Ça va ? Oui. Alors, on va essayer de se concentrer un petit peu. Parce que nous allons rentrer. Donc, dans l'étude de ces fameuses catégories, les 12 catégories de l'entendement. Au terme, j'enlève le suspense, mais au terme desquels, de toute façon, Kant va nous dire la même chose que pour la sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas connaître. C'est pour enlever tout désir. Mais pour comprendre que, peu importe le résultat auquel arrive Kant, peut-être un résultat un peu décevant, parce que de toute façon on ne pourra pas connaître vraiment, il y a des limites infranchissables à la connaissance, mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement. Et ça, les catégories de l'entendement, elles sont toujours valables, vous allez voir. Donc, premier groupe, on a dit quantité. Et donc là, on a 3 catégories
qui sont l'unité, la pluralité, la totalité. Donc 3 catégories liées à la quantité. L'unité, la pluralité et la totalité. C'est ça les 3 catégories. Donc ça va donner des jugements. Pour l'unité, des jugements universels. Pour la pluralité, des jugements particuliers. Et pour la totalité, des jugements singuliers. Je vais vous donner des exemples. Enfin, un exemple. Donc, catégorie unité, jugement universel. Par exemple, tous les hommes sont mortels. On va prendre ce fameux tous les hommes sont mortels. Pluralité, ça va donner des jugements particuliers. C'est quelques hommes sont mortels. Quelques hommes sont mortels. Et jugement singulier par rapport à la totalité, un homme est mortel. Alors, vous transposez ça à un autre jugement, c'est les principes de l'unité, donc jugement universel, pluralité, jugement particulier, totalité, jugement singulier. Et vous vous rendez compte que beaucoup de dialogue de sourds parfois, on voit dans le domaine de la connaissance ou d'autres, proviennent du fait qu'on n'utilise pas forcément les mêmes catégories. On ne prend pas la peine d'expliciter quelle catégorie, selon quelle catégorie de l'entendement, on est en train d'émettre le jugement. Là, c'est la fameuse expression qui faisait Florès en 62, d'où tu parles. C'est pas tout à fait la même chose. Quelle est ta posture? Tu dis ça, mais de quel point de vue? Mon Kant dirait, quelle catégorie de l'entendement utilises-tu? Et vous voyez que selon la catégorie à laquelle on fait référence, on peut avoir des jugements très différents. Et qui ne sont pas forcément exclusifs. Simplement, l'important c'est quand on émet un jugement, de savoir quelle catégorie, cette fameuse quelle catégorie de l'entendement a priori on utilise. Ça pourrait éviter beaucoup de contresens et de malentendus. Le deuxième groupe, c'est la qualité. Cette notion de catégorie, Kant ne l'a pas inventée, il l'a repris d'Aristote. On trouve déjà dans la philosophie aristotélicienne la notion de catégorie, bien entendu. Mais il l'a, disons, explicité autrement. Donc, qualité. Les catégories, on va avoir la catégorie de réalité, de négation et de limitation. Limitation dans le sens de limite, la limite. Et donc on va avoir des types de jugements qui sont affirmatifs, ça c'est la catégorie de réalité, affirmatif. La négation, c'est des jugements négatifs, et la limitation, des jugements infinis. Donc exemple, affirmatif, Socrate est mortel, ou les hommes sont mortels. Ça c'est, j'affirme. Côté affirmatif. Négatif, Socrate n'est pas mortel, l'homme n'est pas mortel. C'est négatif. C'est une façon d'exprimer une catégorie négative. Et limitation, jugement infini, Socrate est non mortel. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit que Socrate est non mortel? C'est qu'il peut être tout le reste. C'est pas une négation. C'est pas une négation, c'est une limitation, et qui va donner, ce qu'on appelle la limitation, qui va donner le jugement infini, c'est-à-dire le fait de dire une chose n'est pas ça,
ça ouvre sur l'infini des possibles. Socrate n'est pas mortel, l'homme n'est pas mortel, mais il peut être pas simplement immortel, pas simplement le contraire, mais tout le reste. C'est pour ça que c'est un jugement infini. Et donc, vous voyez, la manière de dire les choses induisent aussi des conséquences différentes. Ça, c'est des catégories qu'on a en nous. Hein, ces catégories pures de l'entendement a priori, c'est des structures qui sont en nous, qui nous font émettre des jugements de telle ou telle manière, qui nous font voir le monde aussi de telle ou telle manière. Vous voyez, ça déploie. Enfin, je rappelle, cet intérêt de la pensée métaphysique, c'est que, c'est pas pour couper les cheveux en quatre, mais c'est pour, en quelque sorte, déployer les structures de la pensée, qu'elles soient moins plates, c'est-à-dire de ne voir les choses que d'une manière, mais de se rendre compte qu'il y a de multiples manières de voir les choses, il y en a au moins 12, selon les catégories de l'entendement, et qui nous permettent de voir les choses de manière différente, et que l'une n'est pas exclusive de l'autre, et que surtout l'une n'est pas meilleure que l'autre. Donc ça rend la pensée moins univoque, moins unique. Si on veut se battre contre la pensée unique, se rendre compte qu'on peut voir le monde vraiment de manière très différente. Et je rappelle qu'à son époque, Kant cherche aussi à combattre le fanatisme, le dogmatisme, il aspire à cette liberté de penser, à penser aussi par soi-même. Et donc, ça explique, disons, tout ce cheminement. Pour moi, c'est comme ouvrir un éventail. Si la pensée est un éventail, comme un éventail, ou l'entendement, sa structure de la pensée, c'est soit un éventail fermé, soit ouvert. Ces catégories, ces 12 catégories, permettent d'ouvrir l'éventail. Ah tiens, on peut voir les choses du point de vue de la quantité, de la qualité. Et ça va donner des jugements différents. Vous voyez ? C'est ça l'intérêt de la pensée métaphysique, de créer, d'aviver ou de réveiller en nous, d'activer ces structures de la pensée qui sinon sont comme un éventail fermé. Donc d'avoir une pensée plus construite, plus subtile, moins simpliste, en fait. Ça c'est tout l'intérêt de la métaphysique. Même si aujourd'hui, elle peut sembler un peu obsolète. Alors, troisième groupe, la relation. Alors ça c'est très important. Relation. Où on va avoir des catégories, qui ne sont pas d'une traduction totalement limpide, mais on va avoir la première catégorie, l'inhérence, ce qui est inhérent à. L'inhérence, I-N-H-E-R-E-N-C-E, l'inhérence qu'on traduit aussi parfois par la subsistance, ce qui est, subsistance. Et ça va donner des jugements catégoriques. On a une deuxième catégorie qui est la causalité. Causalité ou dépendance, donc ça c'est vraiment le lien de causalité entre les choses, ça c'est peut-être une des catégories les plus intéressantes, qui va donner des jugements hypothétiques. Et enfin, la communauté, traduit par catégorie de la communauté, jugement disjonctif. Donc, je vais vous donner des exemples. Communauté, jugement disjonctif. Je reprends. Troisième groupe, on est dans le groupe de la relation. Donc avec catégorie subsistance ou inhérence, qui va donner des jugements catégoriques, catégorie de la causalité, qui va donner des jugements hypothétiques, et enfin la communauté, catégorie de communauté, qui va donner des jugements disjonctifs. Alors là on est vraiment dans de la logique transcendantale. Ça ressemble à Aristote.
Jugement catégorique, Socrate est mortel. Donc, ça ressemble au jugement affirmatif. Simplement, on est dans une autre, c'est une autre catégorie, qui est vraiment la catégorie de du groupe de la relation. Jugement hypothétique. Si Socrate est mortel, ou si l'homme est mortel, alors, ça c'est le propre de la causalité, du lien de causalité. Si, qu'est-ce qui se passe? On fait l'hypothèse, on veut tester un lien de causalité, alors si on fait cette hypothèse, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Hypothétique, jugement hypothétique, qu'on trouve beaucoup dans la science. Et enfin, jugement disjonctif, c'est ou bien ou bien. Ou bien l'homme est mortel, ou bien l'homme ne l'est pas. Ou bien ou bien. Là, on balance. C'est pas affirmatif, c'est pas catégorique non plus, on étudie les différentes facettes. Ou bien, c'est ça le jugement disjonctif. Donc, un exercice qu'on peut faire, c'est quand on émet des jugements, se demander à quelle catégorie il appartient. Donc, si vous avez deux personnes qui ne fonctionnent qu'avec des jugements, par exemple, catégoriques ou affirmatifs, et que, évidemment, ce n'est pas les mêmes, bon, vous imaginez que le dialogue va être compliqué. Par contre, si vous avez des jugements hypothétiques ou disjonctifs, bon, là, ça peut être plus nuancé, plus simple. Dernier groupe, la modalité. Bon, c'est un peu rébarbatif peut-être tout ça, mais non, très bien. La modalité, on va avoir donc de nouveau 3 catégories. Possibilité, impossibilité. Possibilité, impossibilité. C'est un couple, une catégorie sous forme de couple. Possibilité, impossibilité. Qui va donner des jugements problématiques. Problématique dans le sens de dire c'est possible, voilà, disons on reste prudent, catégorie problématique, jugement problématique. Deuxième catégorie de ce 4e groupe, l'existence ou la non-existence. Ça existe, ça n'existe pas. Où on va avoir des jugements dits assertoriques. Assertoriques. A-2-S-E-R-T-O-R-I-Q-S. Aujourd'hui, on trouve le assertif. Assertorique. Un jugement assertorique, c'est de dire cela est, voilà, c'est très, enfin, là aussi, ça ressemble à l'affirmatif, mais c'est dans le sens de la modalité, c'est-à-dire de l'existence. Ça existe, c'est. Et enfin, la nécessité ou la contingence. Là aussi, on a un couple, nécessité ou contingent. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est contingent? Et là, on va avoir des jugements qu'on appelait déjà chez Aristote apodictique. Apodictique. A-P-O-D-I-C-T-I-Q-E. Jugement apodictique. Apodictique. Et là, l'exemple, c'est de dire c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Ça ne se discute pas. C'est parce que c'est nécessaire. Vous voyez, là, il y a vraiment un crescendo, une modalité. C'est possible, c'est nécessaire. Bon. Là, vous avez l'éventail, je dirais, de l'entendement ouvert avec ces 12 catégories a priori de l'entendement. C'est-à-dire que nous portons en nous, notre structure mentale est faite de telle manière que nous avons inscrit en nous ces catégories et que quels que soient les jugements que l'on porte, eh bien on va activer une ou l'autre de ces catégories.
Et dans la science, évidemment, la connaissance scientifique, c'est pas. Donc il va expliquer que l'esprit est structuré, l'esprit humain est structuré à partir de ces catégories a priori de l'entendement. Et que l'intérêt de ces catégories, c'est qu'elles nous permettent de concevoir l'unité de l'objet. Voilà, alors ça c'est un grand mot. Ces catégories, 12 catégories de l'entendement, nous permettent de percevoir, comprendre, connaître l'unité de l'objet. Et en ce sens, il y a une catégorie qui permet bien de comprendre cela, c'est la catégorie de causalité. Causalité ou dépendance, avec ces jugements hypothétiques, c'est que, on va dire, penser à travers cette catégorie de la causalité, c'est constituer l'unité de ce qu'on pense. Et là, ça va nous amener peu à peu à la troisième partie de la critique, où il va mettre en évidence cette notion d'unité. C'est-à-dire, tout cela nous permet, malgré la multiplicité de notre monde, et la diversité de notre monde concret dans lequel on vit, de quand même pouvoir s'abstraire de cette multiplicité et concevoir un peu d'unité. Unité de l'objet qu'on est en train d'étudier. Grâce à ces catégories qui semblent très éclatées, avec des jugements très différenciés, mais qu'en fait tout cela permet de percevoir l'unité. Alors, c'est pour ça qu'il dit la recherche, une première conséquence de cela, c'est que les lois de la physique, puisqu'il dit cette catégorie de causalité, on la trouve beaucoup en physique, peut-être même plus qu'en mathématiques, en physique. Donc les lois de la physique peuvent dès lors être dites légitimement nécessaires et universelles. Et c'est là où il va y avoir aussi une révolution apportée par Kant, dans la mesure où les mathématiques, qui étaient le fondement, par exemple chez Descartes, de la connaissance, eh bien, vont être remplacées par les lois de la physique. Et à partir de Kant, on va donner aux lois de la physique ce qu'on donnait jusqu'alors aux lois des mathématiques. Donc ça, c'est aussi parce que la physique se développe beaucoup, avec beaucoup de nouvelles découvertes. Et donc, ces lois physiques nous permettent de découvrir les phénomènes ou les liens de causalité qui existent entre les différents phénomènes aussi qu'on est en train d'étudier. Ces fameuses lois, la nature, gravitation, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les 4 grandes lois, la relativité, qu'on va redécouvrir après, restreinte, générale. Bon. Ces lois de causalité sont mises en évidence, et donc ce qui fait que la recherche sur l'univers, elle débouche sur l'infini, c'est-à-dire on n'aura jamais fini de rechercher, mais si notre recherche peut s'aventurer à l'infini, c'est-à-dire si l'univers s'ouvre sans limite à cette recherche scientifique, cette recherche, de nouveau, n'atteindra que des phénomènes et jamais le réel en lui-même. Donc là, c'est vrai que ça peut apparaître comme très frustrant, puisqu'après tout ce développement sur les catégories de l'entendement, on pourrait se dire peut-être la sensibilité, on n'y était pas arrivé. Mais avec l'entendement, ça y est, on va avoir ce qui nous permet vraiment de percevoir le réel tel qu'il est. Eh bien non. Eh bien non. Parce que même si on perçoit l'unité des choses, on ne percevra. Il y a vraiment une barrière infranchissable. On ne percevra, malgré tous les progrès de la science, on ne percevra jamais que les phénomènes. Donc, c'est pas qu'on est arrivé à la case départ, puisqu'on a fait tout ce cheminement à travers les catégories de l'entendement, et c'est ça qui est le plus important.
Ça me rappelle les fameux dialogues socratiques qui finissent par une aporie. Bon, voilà, on n'a pas la réponse à la question, ça finit sur une aporie, on ne sait pas, tout le monde s'en va, et finalement, à quoi ça a servi tout ça? Et ben, c'est justement l'intérêt d'avoir réfléchi, d'avoir mis de la lumière sur un certain nombre de choses, d'avoir fait travailler ces différentes catégories de l'entendement, même si, au final, on n'a pas la réponse, le réel, c'est ça. Et ça, je crois que quelques siècles plus tard, c'est très très important vraiment à se rappeler, puisque avec toutes les découvertes, mettons, que fait la science aujourd'hui dans différents domaines, physique, biologie, sciences du vivant, tout ça, se rappeler que de toute façon, toutes ces visions, toutes ces théories sont partielles, subjectives, en fonction des catégories, et qu'elles ne prétendent pas, même si c'est le contraire qui est affirmé, à décrire le réel. C'est une facette, probablement, du réel. Et donc, le Big Bang, qui pose toute la question de toute façon de ce qu'il y avait avant, ou d'autres visions aujourd'hui de l'homme, ce sont des étapes, ce sont des moments de la connaissance, mais aucune ne peut avoir ce privilège de définir le réel tel qu'il est. Ça, de toute façon, ça nous sera toujours inaccessible. Est-ce que vous pouvez dire un mot de la très célèbre critique de Jacobi, du vivant de Kant, sur cette fameuse thèse de l'inaccessible chez François? Il y a eu une critique très très précise. Mais il y a eu plein de... C'est la même chose que... Enfin, quelque part, c'est la même chose qui s'est passée aussi avec Platon, c'est-à-dire il y a eu énormément de critiques, et la vision de Kant a été évidemment critiquée, c'est-à-dire qui ne supporte pas aussi, je pense, de vivre avec ce paradoxe. Alors après, bon, chacun peut avoir, ça dépend des catégories de l'entendement qu'on utilise. Moi, j'ai pas la prétention de dire ce qu'est la vision de Kant, parce que là, c'est pareil, personne ne le sait, on ne sait pas ce qu'il y avait vraiment dans sa tête. Ça, c'est le propre de tous les philosophes, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils... vraiment ils avaient dans la tête, et peut-être que même ne le savaient pas toujours non plus. Mais bien sûr, on peut, il y a plein de critiques sur Kant et qui font avancer la réflexion. Après, tout le monde va se référer à Kant pour être pour ou contre. Alors, ça, c'est la deuxième partie de la critique de la raison pure, donc la logique transcendantale, où il va revisiter complètement les fameuses catégories d'Aristote. Rappelez-vous, Aristote aussi était arrivé à cette conclusion que, de toute façon, Dieu, le moteur immobile, est inaccessible. Ça avait été le grand partage entre Platon et Aristote. Alors, troisième partie, qui va appeler dialectique transcendantale. Donc, esthétique transcendantale, logique transcendantale, dialectique transcendantale, où là, Kant va expliquer les trois grandes idées de la raison. Et là, ça va développer ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'unité des choses. Il va expliquer les trois grandes idées qu'on peut avoir dans cette raison, dans cet entendement. L'idée de l'âme, la psyché, qu'il va définir comme totalité des phénomènes intérieurs. L'âme comme totalité des phénomènes intérieurs. C'est-à-dire que la raison humaine a l'idée de l'âme. Donc l'âme est avant tout une idée qu'on ne pourra donc jamais connaître,
mais qui est une idée qui s'exprime comme cette vision d'une totalité des phénomènes intérieurs. C'est-à-dire que tous les phénomènes intérieurs, les phénomènes, notre vie intérieure, peuvent se regrouper sur ce concept de âme. Donc vous voyez, là ce n'est pas l'âme, comme le voyaient les Grecs, comme un élément intermédiaire entre le corps et l'esprit, mais l'âme est une idée qui contient en elle cette totalité des phénomènes intérieurs. Il va y avoir une deuxième idée, qui est l'idée du monde, en tant que totalité des phénomènes extérieurs. Comment l'idée peut-elle contenir des phénomènes? Là, il y a une antinomie entre nous-mêmes et phénomènes. Eh bien parce que l'idée est quelque chose qui va chapeauter tous les phénomènes intérieurs, tout ce qui se passe, tous les phénomènes intérieurs. C'est-à-dire qu'on est sur un autre plan, on a tous les phénomènes intérieurs, tout ce qui apparaît, le monde du phénomène, le psychisme, oui. Et l'idée de l'âme va être au-dessus, va être définie comme la connaissance, une certaine connaissance de ces phénomènes intérieurs, mais va être au-dessus, va chapeauter. Donc là, c'est effectivement, l'âme étant une idée aussi, c'est un nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne pourra percevoir de l'âme que ce qui nous apparaît, mais pas ce que l'âme est en tant qu'idée. De nouveau, on a cette profonde critique de Kant vis-à-vis de Descartes, quand il dit, quand Descartes a dit que l'âme était immortelle, il s'est avancé, il s'est trop avancé, parce que la raison ne permet pas de dire que l'âme est immortelle, puisque l'âme étant une idée, donc un nous-mêmes, même si elle regroupe tous ces phénomènes, elle est sur un autre plan. Il avait justement raison, Descartes, puisque l'idée est immortelle, les idées sont immortelles. Les phénomènes sont mortels, mais les idées sont immortelles. Descartes avait raison. Est-ce que les idées sont immortelles? Parce que il faudrait faire, mais là aussi, il y a vraiment un problème de vocabulaire, le distinguo entre idées et nous-mêmes. Je dis les idées dans le nous-mêmes, c'est un peu rapide, parce que le nous-mêmes est encore au-delà. On pourrait dire, dans la vision platonicienne, où on a les idées et puis les archétypes, que le nous-mêmes est plus proche de l'archétype que de l'idée, parce que l'idée, elle est encore un peu concrète, enfin elle est abstraite, mais le nous-mêmes ou l'archétype est encore plus abstrait ou métaphysique. Problème des mots, vraiment des mots. Donc l'idée du monde, donc on a l'idée de l'âme, l'idée du monde, et ça c'est intéressant, l'idée de Dieu. L'idée de Dieu en tant que totalité du réel et du possible. Donc il arrive de nouveau, comme beaucoup de philosophes, à cette idée de Dieu. Donc l'idée de l'âme, l'idée du monde et l'idée de Dieu en tant que totalité du réel et du possible. Et là c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il va dire de Dieu. Alors, avant cela, ce qui est important, c'est que la fonction de ces idées est de donner toujours plus d'unité. C'est-à-dire, il y a chez Kant un peu ce leitmotiv que tout le fonctionnement de l'entendement exprime le besoin d'unité de la conscience. C'est-à-dire, il y a un besoin d'unité dans la conscience humaine. C'est-à-dire, elle ne se satisfait pas, cette conscience humaine, de la pluralité, de la multiplicité. Elle cherche l'unité. Ce qu'il va exprimer par le concept qu'on traduit par totalité, qui est à la fois la totalité, mais aussi l'unité. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque élément, de l'âme, du monde et de Dieu. Et donc cette unité, c'est la grande conquête de la conscience, puisque cette unité n'est pas donnée au départ, elle n'est pas évidente. Elle est proposée par Kant, cette recherche d'unité, comme la mission
la tâche nécessaire de l'homme, que de faire surgir de l'unité là où il n'apparaît que de la multiplicité. Et donc essayons de comprendre ce que Kant nous dit à propos de l'idée de Dieu, parce que là c'est vraiment intéressant. Il dit que la théologie, puisqu'il va s'opposer à la théologie, notamment la théologie rationnelle, qui cherche à prouver l'existence de Dieu. Et là, il va faire référence à des recherches de certains théologiens, comme saint Anselme, comme saint Augustin, comme saint Thomas, quelque part, qui veulent prouver l'existence de Dieu et qui vont donner des arguments. Il y a beaucoup de théologiens rationalistes qui vont dire, voilà, Dieu existe parce que, sur la perfection. Bon. Et il dit, bon, ces théologiens rationnels procèdent comme si Dieu était un objet possible de la connaissance. C'est-à-dire, quelque part, comme si Dieu était un phénomène possible à connaître. Et là, il dit, non. Il n'est pas possible de connaître Dieu, et surtout, il n'est pas possible d'apporter des preuves de l'existence de Dieu, mais il n'est pas non plus possible d'apporter des preuves de l'inexistence de Dieu. C'est-à-dire, grosso modo, sur Dieu, on ne peut rien dire. Ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas, ni comment il est, ni comment il n'est pas. Là-dessus, Dieu et le noumen, ce n'est pas un phénomène, donc on ne peut pas le connaître. Et les théologiens disent, transgressent ces limites de la raison en apportant des preuves, mais ils outrepassent les possibilités de la raison, puisque par la raison, on ne peut pas connaître Dieu. Donc, impossibilité de connaître Dieu, de prouver son existence, mais, ça nous rappelle peut-être un petit peu le pari Pascal, bon, on joue au dé, finalement on a intérêt à ce que Dieu existe, donc, mais là il dit, voilà, je ne peux pas dire que Dieu existe, mais non plus qu'il n'existe pas, et c'est là où la prise de conscience de cette limitation de la raison ouvre la place à la croyance. C'est-à-dire à partir du moment où on reconnaît que le savoir est limité, il n'est pas interdit de croire. Il n'est pas interdit de croire en Dieu, il n'est pas interdit de croire en l'inexistence de Dieu. Ça me rappelle, moi, un peu la notion de docte ignorance de Nicolas de Cuse, c'est-à-dire, bon, ok, on est ignorant, on ne peut pas tout connaître, mais ce n'est pas une ignorance subie, inconsciente, c'est une docte ignorance. Et ça, c'est le grand génie de Nicolas de Cuse qui a repris un peu l'idée socratique. Je sais que je ne sais rien, mais je le sais. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire de prendre conscience des limitations du savoir, comme le fait Kant, n'est pas du tout une frustration. L'entendement humain est limité, mais que ça permet d'asseoir cette certitude qu'il y a des choses qu'on peut connaître et d'autres que l'on ne peut pas connaître. Et que l'on ne transgresse pas ces limites de la raison. Il a cette phrase qui est vraiment intéressante. Il me fallait limiter le savoir pour faire place à la croyance. Ça ne s'oppose pas. Mais une croyance qui n'est pas qui ne s'exprime pas par un manque de savoir, mais par cette profonde certitude que le savoir est limité. Ce qui fait la différence entre l'ignorance simple et la docte ignorance. Et que l'on peut passer dans toute sa vie pour arriver à la docte ignorance, qui est une autre manière d'appeler la sagesse, quelque part. Donc Kant est croyant, enfin, après toutes ces réflexions sur les jugements, sur les a priori, a posteriori, il n'y a pas de problème
pour dire le croix, mais c'est argumenté. Ce n'est pas passif, ce n'est pas subi, c'est argumenté. Bon, voilà, là on a balayé, évidemment c'est très rapide, mais on a balayé les 3 grandes parties de la critique de la raison pure. Donc vous voyez, c'est tout à fait abordable. Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution copernicienne? Je reviens pour finir à cette révolution copernicienne, puisque il refonde la métaphysique. C'est pas une critique, enfin c'est une critique de la métaphysique traditionnelle ou classique, mais c'est un souci de refonder la métaphysique sur d'autres bases. Et on voit que même en pratiquant donc, le doute, comme un peu Descartes, il va retrouver les objets même de toute métaphysique, et notamment Dieu, évidemment, qui est quand même le sujet essentiel. Donc il propose une refonte. Il dit, voilà, plutôt que de considérer que le sujet doit tourner autour de l'objet pour le connaître, que l'objet soit au centre et que le sujet tourne autour, eh bien il faut faire, c'est ça la révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il faut que le sujet soit au centre, avec ses structures de la sensibilité, de l'entendement, et qu'il fasse tourner, et qu'il voit tourner l'objet autour de lui. Donc là, on est vraiment dans la continuité de ce qu'avait pressenti Descartes, mais lui, il le définit, c'est intéressant, parce que c'est une belle image. La révolution copernicienne, voilà, c'est pas le soleil qui doit tourner autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Qu'est-ce qui est central? Le soleil. Avec les planètes qui tournent autour. Là, qu'est-ce qui est central? Le sujet. Et on peut résumer la philosophie de Kant, tant que ce soit possible, par cette investigation sur le sujet pensant. Et là, il va beaucoup plus loin que Descartes, c'est un siècle après, donc. Sur l'investigation de ces structures, de ces lois, c'est ce qu'on a vu avec les catégories de l'entendement, qui permettent au sujet d'avoir une certaine idée de l'objet qui tourne autour de lui, lui-même restant au centre, mais avec cette certitude qu'il ne va pas pouvoir connaître l'objet vraiment dans ce qu'il est, même s'il en perçoit l'unité à travers ses différentes facettes. Jamais il ne pourra accéder à ce que l'objet est. Donc ça c'est valable pour n'importe quel objet, pour l'univers, et pour les phénomènes intérieurs aussi. Donc c'est vrai qu'il y a... Je m'interdis de transgresser les limites de la raison, donc je m'interdis de dire un certain nombre de choses. Et donc, il a montré qu'en fait... Et ça, c'est évidemment ce qui va développer dans la raison pratique, que l'homme a une position centrale dans cette histoire, que l'homme a un devoir envers l'homme, et que ce devoir de l'homme envers l'homme doit pouvoir faire naître une nouvelle ère, une nouvelle époque. C'est ça qu'il appelle l'époque des Lumières. L'époque éclairée, c'est éclairée par la raison, qui soit source d'autres liens entre les hommes. Il y a un formidable espoir à cette époque, apporté par la Révolution française, qui sera évidemment très vite déçue, puisque évidemment au moment de la terreur, Kant commence à comprendre que l'essai ne sera pas transformé, c'est-à-dire que ça va aller à l'encontre de ces formidables espérances, mais quand il écrit ses critiques, est encore dans cet espoir que voilà, l'homme va pouvoir changer pour arriver à un monde humain et donc libre. Donc je pense que quelques siècles après, on peut considérer que tout le travail est encore à faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de siècles qui nous séparent, mais que sa philosophie est toujours intéressante. Alors, simplement pour terminer, je vais vous lire un petit extrait qui se trouve dans le livre de
de Jeanne Hersch sur l'étonnement philosophique, parce qu'elle, c'est une grande admiratrice de Kant. Hein. Donc vous savez que moi, ma philosophie, c'est toujours de voir ce que chacun de ces grands philosophes a apporté, hein, quelle pierre à l'ouvrage il a apporté, plutôt que de voir les ombres. Hein, je préfère toujours voir les lumières, en sachant que les ombres, tous les philosophes ont leurs ombres et leurs contradictions et leurs paradoxes. Ça fait partie de la richesse humaine. Et donc, Jeanne Hersch aime beaucoup Kant. Et elle dit, Kant est un géant de la philosophie. Et bon, je partage cette idée. Kant est un géant de la philosophie. Peut-être pouvons-nous mettre Platon à côté de lui. Alors elle dit peut-être, moi, personnellement, j'enlève le peut-être. Et je dis, effectivement, voilà, Platon, voilà. Et est aussi, évidemment, un géant de la philosophie. Simplement, là, on est un peu tôt pour savoir si la postérité kantienne sera aussi importante que la postérité platonicienne. On n'a pas assez de recul. Hein, on peut avoir deux pères. Oui. De papa. Ah, de papa. Oui, bien sûr. Mais là, je dis, il est encore trop tôt, il faudra revenir dans 1000 ou 1500 ans pour voir si, comme on dit de l'œuvre de Platon, que toute la philosophie occidentale, c'est simplement des notes, hein, en bas de page des œuvres de Platon. Pour l'instant, il n'en prend pas trop le chemin, malheureusement, mais il faut revenir dans 1500 ans. Hein, on se donne rendez-vous dans 1500 ans pour voir. Alors, pourquoi est-ce qu'elle aime tant Kant? Elle dit « Il est un géant par la radicalité de son étonnement et de son interrogation. » Radicalité de son étonnement et de son interrogation. Par sa capacité de mettre à nu les conditions fondamentales de la condition humaine. Hein, ce qu'on a vu avec les catégories. C'est-à-dire que là, l'éventail, comment dire, il est déployé au maximum, hein, avec ces 12 catégories. Je crois que c'est assez exhaustif. Difficile d'en inventer. Et de son interrogation, puisque la philosophie, c'est un étonnement et c'est une interrogation. Mais aussi par la lucidité de sa raison et l'authenticité de sa croyance, grâce auquel il se maintient strictement à l'intérieur des limites humaines, tout en faisant pressentir la transcendance. Il est dans, effectivement, la limitation de la raison humaine, mais en faisant pressentir qu'il y a autre chose au-delà, qui nous est inaccessible. Mais c'est pour ça qu'on parle d'idéalisme transcendantal, il y a cette autre chose, il y a du mystère, quoi, pour le dire autrement. C'est ça que beaucoup vont critiquer, non, pas de mystère. Mais disons, voilà ce qu'elle dit, hein, se maintient strictement à l'intérieur des limites humaines, tout en faisant pressentir la transcendance. Aucun homme qui s'engage dans la philosophie ne peut échapper à Kant. On peut dire que son œuvre est désormais une partie intégrante du langage philosophique. Bon, je la trouve un peu optimiste là-dessus, mais Kant nous demande de nous plonger en profondeur dans sa réflexion la plus abstraite, jusqu'à rejoindre la situation concrète d'un homme dans l'actualité du monde. Ça, c'est la critique de la raison pratique. Que dois-je faire? On me vole, je veux me suicider, hein, vous vous rappelez? Ah, bon, on m'a prêté de l'argent, enfin, j'ai prêté de l'argent et on ne me rembourse pas, des cas extrêmement triviaux. Hein. Que dois-je faire? On me demande de faire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Que dois-je faire? Ça, c'est la situation humaine, hein, concrète des hommes dans l'actualité du monde. Ce monde où il lui incombe de prendre des décisions morales et dont il espère, sans en être certain, qu'une transcendance lui donne du sens. C'est-à-dire le fait d'agir, de pouvoir agir dans l'incertitude. C'est ça la grand apport de la critique de la raison pratique. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je ne sais pas tout, je suis dans l'ignorance et dans l'incertitude, mais je dois quand même agir, je dois prendre des décisions.
Et donc, d'où l'intérêt des maximes, des impératifs, tout en sachant que ce que je vais de toute façon décider sera imparfait, avoir quand même cette intuition d'une transcendance qui lui donne du sens. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est paradoxal, hein, le fait de tenir ensemble cette conviction que ce qu'on va faire ou ce qu'on va décider sera imparfait, avec des conséquences peut-être insoupçonnées et totalement inverses de ce qu'on peut imaginer, mais en même temps de se raccrocher à cette maxime nécessaire et universelle qui donne du sens à l'action. Et c'est pas l'un pour l'autre. C'est ce qu'on appelle la providence. On peut appeler la... Non, ça c'est... Comment on peut l'appeler? De quoi? Il y a un set de transcendance. Transcendance. Ça. La loi, les lois de la nature, le mystère, l'inaccessible, l'innommable, l'indicible, plein de manières. Alors, là je terminerai avec ça. J'ai souligné déjà, dit Jeanne Hersch, que la philosophie de Kant est trop abstraite pour être pleinement actualisée dans la vie concrète de quiconque. C'est un des grandes critiques qu'on va faire. Prenons un exemple. L'impératif catégorique s'énonce simplement ainsi: tu dois faire ton devoir. Parce qu'il y a la notion de devoir, hein, dans le sens vraiment, pas simplement moral, c'est bien, c'est pas bien, mais qu'est-ce qui est nécessaire et universel de faire. C'est là, dira-t-on, une formule si abstraite qu'elle ne m'apporte aucune aide. Elle ne me dit pas ce que je dois faire. C'est vrai, c'est pas très concret. Il n'y a pas de recette, il faut faire ça. Kant ne donne aucun conseil. Il n'exprime aucune opinion. À quoi bon toute cette abstraction? Tout ça pour ça. Pour dire, fais ton devoir. Moi, avec ça, je suis bien avancée. Mais justement, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jeanne Hersch. Si Kant vous disait ce que vous devez faire, il vous dispenserait de l'acte de présence à la transcendance, par lequel, obéissant à l'impératif catégorique, vous traversez la réalité phénoménale. Vous traversez la réalité phénoménale. C'est-à-dire, vous êtes dans la réalité phénoménale, mais vous n'êtes pas la réalité phénoménale seulement. Vous êtes dans ce monde, une autre manière de le dire, hein, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, oui, mais pas de ce monde. Et on n'est pas que la réalité phénoménale. Il y a une transcendance dans l'homme. Il vous priverait, donc si vous disiez quoi faire, hein, il vous priverait de votre liberté la plus concrète, la liberté existentielle. Et je trouve très bien exprimé cet intérêt de la philosophie de Kant. Évidemment, il ne faut pas chercher un bréviaire de la bonne conduite, hein, dans la critique de la raison pratique, encore moins dans la raison pure, ni dans la faculté de juger, mais il y a ce formidable apport de comment traverser la réalité phénoménale, comment être incarné, sans perdre cette intuition ou cette certitude d'une transcendance, quelque chose qui est au-delà, et qui, elle, est nécessaire et universelle. C'est pour moi ce qui permet de tenir ensemble, hein, ce paradoxe de la philosophie, qui est d'être une réflexion sur le monde, mais aussi peut-être d'un au-delà de ce monde. Et là, avec cette limite de la raison, il l'exprime très bien. Donc, je crois que plutôt que de voir le côté frustrant, dont finalement on n'a pas la réponse, de voir l'intérêt de cette réflexion par rapport à cet idéalisme transcendantal qui, je pense, n'est vraiment pas que du jargon, mais une volonté existentielle, désespérée de l'homme, de voir quelque chose qui le dépasse.